Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour ce webinaire de Trax du mois de mai. Donc aujourd'hui, nous célébrons le début du PSC du projet ciblé 6 sur la calibration des modèles de climat et beaucoup d'autres choses dans le PC6, mais c'est ce dont tu vas nous parler, je pense. Julie, alors le webinaire sera présenté par Julie, représentant, si j'ai bien compris, beaucoup d'autres personnes. Julie est une des responsables du projet ciblé et dans la vie d'Avantrax et toujours maintenant, c'est une océanographe modélisatrice qui aime bien se promener dans les courants marins. Donc on verra où est-ce qu'elle nous emmène. On la voit quand même beaucoup au-dessus de l'océan quand on travaille ensemble sur le modèle couplé d'IPSL, puisqu'elle participe très activement à l'animation du centre de modélisation du climat de l'IPSL. Mais aujourd'hui, voilà, on va avoir la vision PC6 et peut-être un peu Julie et beaucoup d'autres collègues également. Merci Julie. Ben oui, merci Massa pour cette introduction sympathique qui me met bien à l'aise parce que c'est vrai que c'est intimidant de parler devant autant de personnes en ligne. Merci d'être venu pour m'écouter parler de calibration et du PC6. Et oui, en effet, je me suis servi de plein de matériaux et de discussions et d'échanges avec beaucoup d'autres collègues de IPSL et de Météo France CNRM, mais pas que. Donc voilà, je n'ai pas cité tout le monde, j'espère pas en oublier en cours de route. Mais au menu aujourd'hui, je vous propose de commencer par revenir sur c'est quoi la calibration ou le tuning dans les modèles de climat. Je vais essayer de poser quelques définitions, donner un exemple. Tout de suite, je voulais penser au futur. Voilà, il y a des nouveaux modèles qui se préparent. Est-ce qu'ils seront aussi concernés par la calibration ou pas? Et puis la partie centrale, c'est de parcourir quelques méthodes sur comment calibrer les modèles. Et la dernière partie, bah, c'est les conséquences de cette calibration. Qu'est-ce qu'on en fait, quel que soit notre niveau, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, modélisateurs du climat, on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire pour faciliter, accompagner, aider l'utilisation des projections du climat futur, avec notamment les contraintes observationnelles. Et puis bah, la conséquence de tout ça, c'est le PC6 qui démarre et dont je vous brosserai un petit peu les grands objectifs à la fin de ma présentation. Alors, pourquoi tuner les modèles de climat? J'aime bien utiliser le mot tuner plutôt que calibrer, parce qu'on pense tout de suite au tuning des voitures. Et c'est toujours un plaisir de voir combien on réussit à maquiller des voitures avec des couleurs flashy, des accessoires, etc. Bon, à la fin, ça reste une voiture et qui utilise parfois de l'électricité, mais souvent des énergies fossiles. Donc, à des climatologues, ça reste une voiture. Mais voilà, est-ce que finalement, avec nos modèles de climat, on fait pareil? C'est-à-dire, est-ce que ce tuning des modèles de climat, c'est aussi pour les rendre plus jolis, plus sexy, plus fancy, alors qu'au fond du fond, bah, ça reste les mêmes modèles avec les mêmes problèmes? Alors revenons d'abord à ce qu'est un modèle de climat. Et ici, sur ce slide, je ne parle que de la dimension océan et atmosphère, qui sont les fluides géophysiques qui font partie des modèles de climat. Donc au départ, en fait, c'est une histoire d'équations mathématiques, alors qui viennent des lois de la physique, mais c'est d'abord des équations mathématiques qu'on simplifie avec des approximations physiques, selon qu'on représente la sphère entière ou bien des choses plus régionales. Évidemment, il faut passer avec des algorithmes de discrétisation à un langage informatique. Donc, quand on discrétise, c'est qu'on passe d'un domaine continu en spatio-temporel à un domaine discret. Donc, c'est les fameux pixels qui apparaissent sur la figure de droite, mais c'est aussi dans le temps, bah, un certain laps de temps qu'il va y avoir. Alors, pas tant entre une itération et l'autre, mais entre ce qui va vraiment être représenté ou pas. Et donc, de facto, si on veut représenter des intégrations assez longues, couvrant des centaines, voire des milliers d'années, bah, on ne pourra pas représenter des choses très fines comme des événements ponctuels qui ne dureraient qu'une quinzaine de minutes. J'ai mentionné ici les programmes informatiques parce que, je ne sais pas si vous arrivez à voir ma petite flèche, alors pas Gilles, mais les autres, je ne sais pas si ça sert que je pointe sur les
l'écran. Bon, j'ai essayé de simplifier mes slides au maximum. Mais donc voilà, j'ai mentionné programme informatique parce qu'en fait, entre les algorithmes de discrétisation qui sont du domaine des mathématiques ou des mathapplis, les programmes informatiques, c'est encore autre chose. On est sur de la programmation informatique et on espère qu'on rend fidèlement compte de ce qu'on voulait faire avec les mathapps, mais parfois pas complètement. Et puis à la fin, on exécute sur des calculateurs numériques et de nouveau, ils ne sont pas entièrement fiables. Donc ça a aussi des incertitudes qui apparaissent à ce moment-là. Et enfin, à la fin, on a les simulations climatiques. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que les modèles de climat, c'est pas juste l'histoire de physiciens qui fait de la physique du climat, c'est une combinaison d'expertise à partir de mathématiques, d'informatique, euh, et de physique, bien sûr, au départ, pour arriver à ces simulations. Alors, j'en reviens sur le fait que ici, ça concerne l'océan et l'atmosphère, parce que les autres composantes qui font un modèle de climat, notamment ce qui va se passer sur la surface continentale, en fait, ça ne répond pas aux mêmes équations mathématiques. Il y en a des équations, mais pas que. Il y a aussi de l'apprentissage à partir de phénoménologie qui auraient été observées à un point précis. Et puis, on étend la représentation. Je pense aussi à des phénomènes de biologie ou de biogéochimie qui jouent un rôle dans le climat. Cela aussi, c'est une autre stratégie. Mais par contre, les mêmes ingrédients sont là. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de physique ou d'expertise dans le domaine d'application dont on parle, mais il y a aussi derrière des mathématiques appliquées, souvent de la statistique et de l'informatique pour arriver à un modèle. Revenons à nos modèles et à nos petites grilles. Qu'est-ce que sont les paramétrisations? Alors, encore une fois, je vais commencer par parler d'un type de paramétrisation qui sont celles associées à cette discrétisation spatio-temporelle. En fait, comme on est sur un milieu continu, l'océan, l'atmosphère, et qu'on doit le discrétiser, donc revenir à des choses qui sont vraiment juste des points espacés, et bien de facto, quelle que soit la résolution spatiale, il y a des processus qu'on ne va pas représenter. Donc la première étape, c'est d'identifier la résolution effective. On pense souvent, bon ben voilà, j'ai fait des petits cubes, comme on voit ici à droite, qui font par exemple 100 km de côté, eh bien la résolution de modèle c'est 100 km. En fait, pas complètement, parce que si jamais c'était vraiment ça, alors nos images sorties de modèle paraîtraient très pixelisées et très bruitées. En réalité, toutes les recettes de mathématiques appliquées qu'on applique dans les algorithmes sont associées avec une échelle de corrélation spatio-temporelle. Donc, arriver à la résolution effective, en général, elle est plus grande que juste la taille des mailles. Mais peu importe, au moins savoir qu'il y a une résolution et il y a donc un cutoff qui fait ce qu'on représente et ce qu'on ne représente pas. Et donc les processus qui ne sont pas représentés explicitement, eh bien, il faut déjà les identifier en fonction de cette résolution. Il faut se poser la question de leur effet à grande échelle, parce que ce n'est pas le processus lui-même qui nous intéresse, c'est bien son effet sur la grande échelle. Et pour ça, on va se nourrir d'autres modèles, d'observations ou de concepts théoriques. Et puis enfin, on va essayer de trouver une formulation pour représenter cet effet. Et évidemment, il y a toujours des coefficients qui sont associés à ce moment-là dans la formulation numérique, et donc il va bien falloir choisir ces coefficients. Et donc les paramétrisations sont associées à ces coefficients, et c'est ceux-là en fait qui sont le sujet de la calibration. Alors je note en fin de mon slide qu'il y a d'autres paramétrisations, qui elles vont plutôt compenser des limites de complexité. Donc de nouveau, c'est une histoire de cut-off, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on ne fait pas, il faut bien représenter les faits, même si c'est grand. Et donc là, en l'occurrence, les calottes continentales, je pense à la calotte antarctique et la calotte du Groenland, on ne le représente pas encore explicitement dans les modèles de climat, mais pourtant on essaye de représenter leur effet. Et là encore, ça passe par des paramétrisations qui incluent des coefficients ajustables, à ajuster, et c'est bien là toute la question de la calibration. Alors, je vous donne ici un exemple de tel paramètre à ajuster qui vient de mon milieu, l'océan, et notamment la dynamique autour de la pointe de l'Afrique australe. Et j'ai récupéré ici ces images d'un cours que je donnais en Afrique du Sud avec Pierrick Penven, qui est un modélisateur océanographe associé à l'IRD. Ce que vous voyez ici, peu importe un petit peu les couleurs. En haut à gauche, il y a des observations. Bon, pour les spécialistes, c'est une histoire de variabilité de la hauteur d'eau, qui nous donne une indication de la quantité de petits tourbillons qu'il y a dans l'océan. Et puis en bas, les 4 vignettes, c'est des productions de simulations numériques. Entre ces vignettes-là, ce qui fait la différence, c'est uniquement un choix d'un paramètre, ici A, qui entre dans une formulation que vous voyez ici, qui représente la viscosité dans l'océan. En fait, la viscosité dans l'océan, on peut la mesurer dans un laboratoire, mais comme elle représente tout un tas de petits processus qui ne sont pas représentés dans nos modèles, eh bien, il y a des formulations. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que, c'est pour ça que j'ai choisi ce slide, c'est en fait une formulation Smagorinsky. Smagorinsky, c'est un des vieux anciens pères de la modélisation de l'atmosphère. Je crois la première paramétrisation, c'était dans les années 60, et c'était plutôt dans l'atmosphère. Et là, enfin,
50 ans, 60 ans plus tard, ça arrive dans l'océan, les paramétrisations de Podgorensky. Donc c'est un petit cliché au fait que nous, océanographes, sommes souvent en retard sur plein de choses par rapport aux atmosphériciens. Mais revenons sur cette représentation. Donc vous voyez ici, c'est une formule mathématique, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, les 4 modèles en bas ont utilisé la même formulation dans le même modèle, juste on a changé ce petit coefficient A entre 0,1 à gauche, 0,05, 0,025 et 0,0125. Voilà. Bon, ben ça, c'est des simulations qu'on fait classiquement et on se dit, tiens, lequel est le bon paramètre? Et on compare par rapport à l'observation qui est en haut à gauche. Et alors là, on joue en fait au jeu de cette différence, de savoir, tiens, mais alors peut-être qu'ici, au large du Mozambique, c'est quand même un petit peu mieux quand on a le A qui est à 0,0125, mais en même temps, quand on est au sud de l'Afrique australe, là, la patate rouge, elle est quand même un peu trop forte, là, dans ce cas-là, on serait un peu mieux si on avait une autre valeur de A. Voilà, bah, bienvenue dans le monde de la calibration, où en fait, on va essayer des valeurs de certains paramètres, regarder ce que ça donne, et essayer de comparer si on peut à des observations si elles sont disponibles, pour du coup savoir trancher quelle est la meilleure valeur du paramètre. Alors, j'en reviens à un cadre un petit peu plus générique. Les modèles de climat, c'est ma boule au milieu, avec cette histoire de discrétisation. Pour les nourrir, j'ai besoin de prendre des forçages externes, évidemment, et pas uniquement les radiations solaires, mais aussi par exemple les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. J'ai besoin d'un point de départ, des conditions initiales, et puis ces fameux coefficients des paramétrisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme mon petit coefficient A dans ma paramétrisation Spagorensky. J'emmène tout ça dans mon modèle de climat, qui va procéder à ces calculs numériques, et qui va à la fin me donner mes simulations climatiques, qu'éventuellement je vais pouvoir comparer à des observations. Et au moment de me poser la question, est-ce que ça ressemble aux observations, je peux envisager de revenir, c'est ma flèche rouge, vers ces choix des coefficients de paramétrisation pour me dire, peut-être si j'avais pris une autre valeur de mon paramètre A, j'aurais eu une meilleure correspondance aux observations. Et donc on fait des allers-retours comme ça. Évidemment que ce processus, on peut aussi se poser la question des forçages externes et des conditions initiales. Mais là ici, dans cette présentation, on va se focuser sur la calibration, et donc c'est la valeur des coefficients qu'on remet en question. Je fais une première citation ici vers le papier de Frédéric Courdin 2017 qui parle de l'art et la science du tuning des modèles de climat, qui est vraiment un papier que je vous encourage à lire parce qu'il met quelques équations, mais il brosse un tableau qui, je trouve, accessible à tout non-spécialiste, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup au climat, et surtout qui discutent pourquoi ils ont utilisé le mot art dans le titre du papier. Et c'est important en fait d'avoir conscience que dans toutes ces procédures de calibration, il y a en effet une partie artistique, au sens une partie liée à l'identité de la personne qui le fait, ses intérêts, ses motivations. Ici, on est bien en train de faire de la science, donc c'est ses affinités scientifiques. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de coefficient Smagorinsky pour la pointe de l'Afrique australe, parce que c'est mon centre d'intérêt scientifique. Mais peut-être que la valeur que moi je choisirais à la pointe de l'Afrique australe serait complètement inappropriée pour, par exemple, quelqu'un qui sera intéressé dans la dynamique de El Niño, typiquement. Bon ben voilà, ça, il y a ça derrière la calibration aussi. Et après, on sait bien que, enfin, moi je pense que ça vous est arrivé à vos oreilles attentives, qu'il y a une révolution en cours avec l'intelligence artificielle, en cours actuellement sur les modèles de météo, et donc notamment ici j'ai repris une capture d'écran du blog de Google DeepMind qui parle de la révolution des prévisions météorologiques grâce à l'IA, mais j'ai bien souligné en bas que leur objectif, c'est pas juste de prévoir le temps qu'il va faire, mais c'est bien de comprendre les patterns de notre climat. Donc il faut être réaliste, ils ne vont pas s'arrêter à la prévision météo, mais ça va bien aller jusqu'au travail de modélisation pour le climat, pour les projections futures, mais aussi pour la compréhension du climat. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on aura de l'IA de façon plus ou moins massive dans nos modèles? Est-ce qu'on parlera encore de calibration? Pour moi, oui. D'une part, parce qu'en fait, dans toutes ces architectures IA, il y a toujours des paramètres à ajuster. Quiconque a regardé ce qu'il y a dans un réseau de neurones, il y a des poids à ajuster, il y a des décisions à prendre sur le nombre de couches, si on a quelque chose de convolutionnel ou pas. Voilà, tout ça, en fait, c'est encore des paramètres qu'il faudra ajuster. Alors, qui le fera? Est-ce que ce sera un physicien comme moi, par rapport à ma connaissance de la dynamique au sud de l'Afrique australe, ou est-ce que ce sera un informaticien qui, en fait, se préoccupera pas du tout de ce qu'on est en train de représenter, mais qui le fera juste selon ses codes et son expertise basée sur l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, il y aura à calibrer ces paramètres. Et le deuxième point que je souligne ici, c'est qu'en fait, il y aura toujours des données manquantes. C'est-à-dire que l'IA,
pour la révolution de la météorologie, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de données. Alors c'est bien, on peut revenir sur ça aussi, mais au moins il y a beaucoup de données. Mais par contre, quand on passe à l'échelle du climat, il y a des données qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Et je pense notamment aux données dans l'océan profond, qui est très peu observé, et aux données du climat passé. Parce que quand on se préoccupe de prévoir le climat futur, de se projeter, d'éventuellement envisager des points de bascule du climat d'une part ou d'une autre, en fait, la base sur laquelle on enregistre, ou du moins on formule ces hypothèses, c'est notre connaissance des climats du passé. Et ces climats du passé, ben, on remonte en arrière, on essaye de tirer des informations, des observations indirectes de ces climats passés, mais jamais on aura des données dans le volume comme c'est le cas pour l'atmosphère actuelle. Et donc pour ça, il faudra toujours revenir à des contraintes liées à des lois physiques, à notre compréhension, à notre lecture. Et c'est ça en fait, ces contraintes qui arrivent quand on fait la calibration des coefficients dans les modèles, qu'ils aient de l'IA ou qu'ils n'aient pas de l'IA. Alors en pratique, comment on fait La méthode de tuning, certains la voient comme le fait qu'on tourne des boutons, comme quand on règle notre transistor. Et bien en fait, c'est un peu ça. Et c'était surtout ça jusqu'à présent. Alors, c'était juste tout ça parce que je vais arriver tout de suite après à une nouvelle méthode qu'on essaye de développer avec le CNRM et l'IPSL, mais jusqu'à encore hier, ou plutôt avant-hier, ce que Juliette Mignot décrit dans cet article où on a calibré le modèle de climat de l'IPSL qu'on a soumis pour CMIP6, le dernier exercice d'intercomparaison de modèles de climat. Eh ben, en fait, c'est décrit ici. Alors, on va ensemble essayer de parcourir, c'est surtout la boucle du bas qui nous intéresse. Donc, quand on part de la première case rose, Early Developments, c'est on part d'un état du modèle. Voilà, modèle version 6.05 ici. On réalise des simulations. Et puis, on évalue ces simulations contre des observations, ce que je vous ai tout à l'heure. Et on se pose la question si ce modèle est acceptable ou pas. Et puis, on identifie des problèmes. On refait des développements, on change les paramètres, c'est mentionné explicitement ici, c'est la calibration. On refait tourner certaines expériences de sensibilité, comme je vous ai montré avec les 4 valeurs de A. On décide qu'est-ce qu'on fait finalement. Et puis on refait encore de la calibration de l'atmosphère, on arrive à une nouvelle version de modèle, et de nouveau, on refait une simulation. Et on revient dans la boucle, etc. De façon non pas indéfinie, parce qu'à un moment, on a des timelines, et donc notamment, c'est ce que Juliette a marqué, compte tenu des timelines de ces MIP6, à un moment, il n'y avait pas le choix, il fallait arrêter. Et donc là, on a dit, bon, bah, ok, là, on arrête, et puis on dit que le modèle, il est assez calibré, et puis ensuite, on part dans la boucle du haut, qui est de produire les simulations finales. Donc, c'est vraiment ce côté itératif de, on choisit des paramètres de façon plus ou moins ad hoc, et puis on produit des simulations, on les regarde, et si on n'est pas content, on revient. Alors, il y a une première subtilité dans tout ceci, c'est les fameuses nomenclatures de simulation. En fait, à l'heure actuelle, le climat n'est pas stationnaire. Il est en train de changer, ça ne vous aura pas échappé. Mais le problème, c'est que pour représenter ces simulations dans un contexte, en fait, ce qu'on appelle stationnaire, c'est-à-dire où il y a un état moyen qui ne change pas trop, et puis on regarde les fluctuations par rapport à cet état moyen. Ben, représenter directement le climat actuel qui n'est pas stationnaire, qui est transitoire, c'est très complexe, en fait, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on a imaginé à l'IPSL, c'est un protocole, un truc, qui nous permet de représenter la même chose que l'actuel, qui est observé, mais de manière stationnaire dans notre climat, dans notre modèle. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise après pour partager les simulations, c'est une étape intermédiaire de travail qui nous permet à la fois d'être sûr des conditions qui ne bougent pas et regarder des anomalies par rapport à un état qui ne bougerait pas, mais dans des choses qui sont semblables au climat actuel. L'alternative, ce que font les autres centres, c'est de faire la même chose en 1850, là où il n'y a pas d'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique, et où du coup le climat est censé être stationnaire. Bon, on a compris depuis qu'il ne l'était pas non plus énormément, mais au moins en 1850, les quantités de gaz à effet de serre anthropique ne changent pas dans l'atmosphère, et dans ces cas-là, c'est ce que les autres centres font pour calibrer. Mais en 1850, on n'a pas de données. Donc en fait, on ne peut pas faire cette comparaison directement aux observations. Donc cette question du protocole expérimental, c'est vraiment une question qui est sensible ici pour la calibration. Évidemment, quand on se contente de calibrer juste une des composantes, par exemple l'atmosphère, et qu'on va, au lieu de représenter la dynamique dans l'océan, juste représenter les conditions telles qu'observées, alors là, la question ne se pose plus. On est vraiment dans l'actuel. Et idem, quand on veut calibrer juste les paramètres dans l'océan et qu'on va le contraindre en surface par des observations de l'actuel, alors de nouveau, la question du protocole expérimental ne vient pas en fait. C'est tout à fait spontané. Là, ça marche. La question, elle est quand on veut tuner le modèle couplé. Là, dans ces cas-là, c'est la question du protocole expérimental qui émerge.
Le deuxième point, c'est les critères pour décider que le modèle est acceptable. Alors, au-delà de la timeline, parce qu'on a des contraintes pour ces exercices d'intercomparaison, c'est en fait des critères qui sont à la fois subjectifs et objectifs, c'est-à-dire qu'il y a des biais qu'on ne s'autorise pas. On ne peut pas laisser passer un modèle qui a plus de tant de degrés trop chaud au large, par exemple, de Terre-Neuve. Et en même temps, pour certaines applications, on peut se demander en fait si ces critères sont pertinents ou pas. Et puis, il y a toute la subtilité qui est derrière l'expertise, c'est-à-dire qu'à l'IPSL, on sait qu'on a beaucoup d'appétit pour la dynamique dans l'Atlantique Nord, moins pour la dynamique dans le Pacifique Sud. Bah, résultat, dans tous nos critères pour calibrer le modèle, bah, on sait que potentiellement, on a affecté plus de soins à bien calibrer nos modèles pour l'Atlantique Nord et pas pour une autre région. Mais est-ce que du coup, ce sera le même modèle si on avait, en fait, si on était australien? Et est-ce que du coup, ces modèles sont aussi bons? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre le modèle de l'IPSL uniquement pour des travaux sur l'Europe ou sur l'hémisphère nord, et le modèle australien pour les travaux sur le Pacifique Sud, ou bien est-ce que ces modèles sont tous bons? C'est typiquement le genre de question qu'on aimerait aborder dans le projet PC6 Quintet. Le dernier point, c'est les expériences de sensibilité. Évidemment que tous les paramètres ont un effet, mais un effet qui parfois est orthogonal et parfois ne l'est pas. C'est-à-dire qu'ils vont enclencher des boucles de rétroaction qui vont se répondre les uns les autres. Et en fait, ces expériences de sensibilité, alors on est toujours limité par le calcul associé. En tant que climatologue, on essaie de réduire l'empreinte carbone de nos activités, c'est attendu. Mais pour de vrai, c'est une forte contrainte. Est-ce qu'on peut vraiment en réaliser toutes les expériences qu'on aimerait faire ou pas? Combien de fois on a décidé de changer plus qu'un paramètre dans une expérience, et résultat, on ne s'est pas tranché, et donc on revient en arrière pour changer juste un paramètre, comme ça on s'est tranché. Oui, mais on a fait varier qu'un paramètre, mais si on avait mis celui-là aussi, alors dans ces cas-là, on aurait peut-être eu une autre différence, etc. Vous avez compris qu'il était temps qu'on passe à une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est une méthode semi-automatique qui est décrite dans l'article ici de Frédéric Courdin en 2023, mais dans beaucoup d'autres articles avant, qui vient en fait d'un travail collaboratif entre l'IPSL et le CNRM autour d'un outil qui s'appelle HiTune, qui lui-même dérive d'une méthode qui s'appelle History Matching. L'idée, je vous la présente avec le petit schéma d'abord ici, qui est que on a ces fameux X, ces paramètres, donc c'est ces coefficients qui rentrent dans les paramétrisations, qui rentrent dans la production d'une simulation d'un modèle de climat, dont on calcule des métriques. Par exemple, voilà, il y a Meridional Heat Transport, AMOC, c'est des choses de l'Atlantique Nord, c'est des choses qu'on aime bien à l'IPSL, mais on aurait pu en mettre d'autres ici, et qu'on compare aux observations. Ça, c'est la méthode classique actuelle, ou au moins c'est la méthode ad hoc, un petit peu quantitative. L'idée de la méthode semi-automatique, c'est en fait d'entraîner un émulateur qui va à un moment remplacer le modèle de climat lui-même. Mais en fait, cet émulateur, ce que lui va faire comme lien, c'est le lien entre la valeur des paramètres et non pas les métriques, mais l'écart entre les métriques et les observations, ce que j'appelle ici le score. Et l'émulateur, il va apprendre à partir d'un ensemble de simulations qu'on aura faites explicitement avec notre modèle de climat, et il va essayer de reconstruire qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait varier beaucoup d'autres valeurs de paramètres par rapport à ces scores. Et c'est cet émulateur après qui va discriminer et qui va nous dire, bon bah voilà, au final, si vos scores, vous vous mettez un critère quantitatif de dire, ben moi je veux un score au moins meilleur que telle valeur, alors il pourra nous aider à discriminer dans l'espace des paramètres ou à les piocher les valeurs des paramètres qui nous intéressent et qui sont les bonnes pour pouvoir atteindre ces scores. Donc encore une fois, la méthode ici semi-automatique, c'est d'abord de réaliser des simulations, mais de les choisir de sorte qu'ensuite on puisse entraîner un émulateur d'intelligence artificielle pour faire comme si on avait fait plein de simulations qui couvraient tout l'espace des paramètres, et ensuite appliquer ces choses très quantitatives, très rigoureuses de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas au regard de la distance aux observations. Cette technique d'history matching, elle est assez ancienne, elle est utilisée dans d'autres disciplines, elle est directement dérivée de la quantification des incertitudes. Et ici, on est bien sur les quantifications des incertitudes paramétriques, à savoir qu'est-ce qu'on aurait eu comme résultat avec d'autres valeurs de paramètres, mais elle nous renseigne aussi sur les incertitudes structurelles. Imaginons qu'on ait un modèle qui soit vraiment pas bon pour une métrique et une observation donnée. Alors, cette technique semi-automatique risque de nous donner à la fin un résultat nul, à savoir, vous avez fait ces simulations, moi j'ai essayé d'interpoler partout, et je n'ai trouvé aucun endroit de l'espace des paramètres qui vous permettait d'avoir un score acceptable. Donc, retournez corriger des biais structurels de vos modèles, parce que juste en variant les paramètres, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs en termes de score par rapport aux observations.
Donc derrière, il y a beaucoup de travail qui est nécessaire, à la fois sur la quantification a priori des problèmes du modèle. Si je sais déjà que mon modèle ne peut pas, par exemple, représenter la dynamique du Gulf Stream telle qu'elle devrait être, ben je le sais. Donc en fait, je ne vais pas le forcer à le faire, je sais que je n'y arriverai pas. Mais aussi l'incertitude qui est associée aux observations elles-mêmes, parce qu'il y en a une, et aussi dans la représentativité de ces observations par rapport à ce que fait mon modèle. Et en fait, le score est plutôt la décision derrière d'implausibilité. Elle se base à la fois sur la distance entre ce que j'ai simulé et l'observation, mais aussi sur toutes ces incertitudes. Et c'est là la puissance de cette méthode. Il y a d'autres méthodes qui existent. Et ce serait vraiment déplacé de ma part de ne pas parler de la simple optimisation des paramètres, qui est une méthode qui est classiquement utilisée notamment dans Orchidée, notre modèle de surface continentale. Et cette étude ici, que j'ai regardée attentivement avec beaucoup de plaisir, de Nina Raoult, qui est juste là en phase finale d'évaluation online, il compare les deux techniques de calibration des paramètres, history matching, celui dont je viens de vous parler, et une simple optimisation. Alors, je vais essayer de vous accompagner dans cette figure. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là, donc je crois j'espère vous amener à mon niveau au moins. Ce qu'on est en train de regarder ici, c'est une variable NEE, qui est en fait la quantité d'échange de CO2 en net par les écosystèmes, donc les surfaces continentales, autrement dit les végétaux. Donc c'est la différence entre la quantité de CO2 captée par photosynthèse et ce qui est émis par la respiration. Et vous regardez des séries temporelles ici, de l'année 2005 et les suivantes, à savoir que, en fait, on a fait tourner une première fois le modèle. Donc les lignes noires, c'est soi-disant des observations, mais en réalité, c'est une réalisation du modèle Orchidée lui-même déjà. Et puis, on a essayé de calibrer les paramètres du modèle Orchidée à partir des données en 2005, et ensuite, on regarde ce qui se passe sur le reste dans la période 2006 jusqu'à fin 2009. Mais donc la période des observations 2006-2009, elle est juste là pour l'évaluation de la calibration. Elle n'a pas été utilisée pour la calibration des paramètres. Et donc pourquoi 4 lignes sur cette figure? Parce qu'en fait, 4 méthodes différentes de calibration des paramètres. Les deux premières, les lignes vertes et bleues, c'est une méthode classique d'optimisation dans laquelle je ne rentrerai pas en détail parce que je ne maîtrise pas du tout. Mais là, vous voyez que sur la partie sur laquelle on a calibré les paramètres, donc la partie 2005, on a une correspondance assez bonne. Là, on voit les petits écarts en vert qui sont tout autour de la ligne noire. Et puis l'erreur qu'on fait, c'est les boîtes à moustaches sur la partie noire, et c'est la boîte à moustaches colorée, elle est relativement petite. Mais ensuite, quand on évalue le modèle contre les autres observations qui ne sont pas entrées en ligne de compte au moment de la calibration, alors là, on a une erreur qui est plus importante, et on voit la boîte à moustaches à droite qui s'agrandit énormément. À l'inverse, quand on prend la technique history matching pour la calibration des paramètres, c'est la ligne en violet, la troisième, celle du haut. Alors là, on a un écart qui est plus important juste sur la partie pour 2005, là où on a calibré les données. Mais par contre, elle est constante sur tout le reste de la simulation. Et vous le voyez sur les boîtes à moustaches, ici, celle qui est colorée, celle qui n'est pas colorée, ont la même taille. Alors, il y a une autre ligne en dessous qui est encore de l'history matching, mais où cette fois, on n'a pas pris les mêmes métriques au moment de faire cette histoire de distinguo entre les paramètres qui sont acceptables ou pas par rapport à nos objectifs. La ligne du bas, on a été beaucoup plus restrictif, on a mis beaucoup plus de métriques, notamment sur des processus. Et là, on voit que la représentation est quasiment parfaite pour le début des années 2005, et elle est un peu moins bonne pour le reste, et de nouveau, on a un écart qui se creuse. Mais donc, ce qui est distingué ici, entre les deux boîtes à moustaches, entre le fait de bien refaire la période pour laquelle on est calibré et le reste, c'est la question de l'overfitting. Et c'est ça dont je voulais parler aussi avec ce slide. L'overfitting, c'est quoi? C'est de se dire que quand on a calibré les paramètres pour une période donnée spécifique, bon, l'optimisation, ça marche très bien, c'est fait pour ça. Mais est-ce que les paramètres restent les bons, restent valables pour d'autres périodes sur lesquelles on dispose d'observations, mais qui ne sont pas rentrées en ligne de compte pour la calibration? Et le message de ce papier, c'est de mettre en avant que history matching permettrait d'éviter l'overfitting mieux que l'optimisation des paramètres. J'avance en parcourant une dernière méthode qui est, alors c'est débattu avec mon collègue Redouane El Gansat qui me forme en IA à l'IPSL. C'est la question, pour moi c'est un peu la Rolls-Royce ici, ce Calibrate Emulate Sample. Redouane me dit mais non, c'est juste parce qu'ils ont un joli site web avec tous les outils qui sont déjà disponibles, etc.
En vrai, c'est une initiative d'un groupe qui s'appelle Climat, dont je vous ai mis ici le nom si vous voulez retrouver, qui développe un nouveau modèle de climat depuis la base, en fait, et qui, depuis la base, s'est posé la question comment est-ce qu'on va calibrer les paramètres de ce nouveau modèle de climat. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans, et pourtant il faut calibrer. C'est bien une preuve de mon élément tout à l'heure qui vous disait même les modèles du futur, il faut les calibrer, et donc il vaut mieux y penser à l'avance qu'il faudra toujours calibrer nos modèles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode qui est bien décrite par les 2 papiers ici? Et puis, voilà, vous avez même le site où vous pouvez tout faire tout de suite si vous voulez. En fait, c'est 3 étapes qui finalement reviennent aux étapes dont on parlait avec History Matching, mais encore plus. La première méthode, c'est d'utiliser des méthodes de Kalman pour calibrer, donc pour pré-calibrer, comme en fait des méthodes d'optimisation que fait Orchidée. Puis ensuite, un émulateur, comme pour History Matching, qui va en fait aller extrapoler les liens entre les paramètres et les données. Et enfin, un échantillonnage, comme on fait aussi dans History Matching, mais cette fois avec les chaînes de Markov de Monte-Carlo, qui est une méthode statistique encore plus sophistiquée, plus complexe, plus coûteuse aussi en temps de calcul, pour aller vraiment échantillonner dans tous les espaces des paramètres que l'émulateur a identifiés comme appropriés par rapport à nos objectifs. Voilà, je ne sais pas quel est le futur de cette méthode. Ce qui est sûr, c'est que c'est très coûteux en calcul, c'est dans des langages de programmation qui sont tout à fait innovants. On sait interfacer ça avec nos modèles, mais c'est quand même pas immédiat. Donc, pour moi, c'est important de savoir que ça existe, mais c'est pas comme si c'était à la portée de toutes les applications tout de suite. Et surtout, la philosophie, en fait, est la même que celle qu'on utilise dans History Matching. Alors, sur ça encore, on pourra débattre. Mais c'est l'idée, en fait, qu'il faut à la fin échantillonner dans cet espace de paramètres qui sont soi-disant valides, mais on n'est pas sûr qu'il y ait un seul échantillon qui reste. C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Et c'est ce point que je vais aborder maintenant. Avec cette troisième partie, ok, les modèles de climat sont tunés et ils seront toujours tunés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Alors, je vais revenir sur les choix qu'on a faits pour le modèle de l'IPSL qu'on a soumis à cette intercomparaison CMIP6. Ce modèle IPSL CM6 ALR, dans cette figure-là, il est représenté en gris. Et cette figure, elle représente, sur l'axe vertical, la sensibilité climatique d'équilibre. Grosso modo, c'est le réchauffement, en degrés Kelvin ici, induit par un x2 de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est une des métriques favorites des climatologues pour voir quels sont les modèles chauds qui réchauffent beaucoup et quels sont ceux qui ne sont pas très chauds, qui ne réchauffent pas beaucoup. Tout de suite, j'attire votre attention sur les dernières colonnes, là, CMIP5 et CMIP6, qui montrent des petits points pour l'échantillonnage de tous les modèles de ces deux phases. Donc CMIP5, c'était la phase d'avant CMIP6. Et vous voyez qu'en effet, CMIP6 a des modèles orange ici qui dépassent en fait la valeur maximale de l'ECS pour CMIP5. C'est ça qui fait que, vous avez certainement entendu parler, on y reviendra juste après, que certains sceptiques disaient que les modèles CMIP6 étaient trop chauds ou chauffaient trop, et donc exagérer l'importance du changement climatique. Bon, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport au modèle de l'IPSL? Vous voyez ici le modèle de l'IPSL en gris. En rouge, encadré en rouge, c'est sa version couplée, et encadré en rose, c'est sa version juste pour l'atmosphère. Donc en effet, par rapport à CMIP5, on avait un modèle de l'IPSL qui était dans les plus chauds de CMIP5, mais finalement, par rapport à CMIP6, tout à fait acceptable. Mais ça, c'est une version du modèle, celle qui est tirée de la calibration ad hoc dont je vous parlais tout à l'heure avec cette boucle où on tournait un peu en rond. Évidemment que la méthode semi-automatique, on l'a appliquée ici, mais on l'a appliquée uniquement sur les paramètres de l'atmosphère. C'est pour ça que cette figure vous présente à la fois les simulations atmosphère seule et puis les simulations couplées. Et donc pour l'atmosphère, quand on a appliqué cette méthode semi-automatique, avec nos critères, avec nos objectifs, on a obtenu plein de simulations, plein de versions acceptables, c'est-à-dire d'autres sets de paramètres qui nous produisaient des simulations climatiques tout à fait dans les cordes. Elles sont ici indiquées en noir et en couleur. Et de celles-ci, on en a tiré 4 qu'on a mises dans le modèle couplé, où cette fois on représente tout le climat, et c'est les 4 points de couleur que vous avez ici au milieu. Et on a constaté ensuite quel était l'ECS de ces 4 autres versions de modèle. Et donc il y en a un, le vert, qui est très proche de celle de l'IPSL qu'on a publiée dans CMIP6, mais on en a 3 autres. Certaines qui sont avec un ECS plus faible, donc des modèles dits moins chauds, et d'autres avec des modèles plus forts, avec des ECS plus forts, donc des modèles encore plus chauds. Donc la question ici, c'est en fait, et si on avait choisi une autre calibration pour IPSL CM6? Et si on avait choisi en fait la violette? Alors on aurait dit que le modèle de l'IPSL est un modèle qui ne réchauffe pas beaucoup. Et si on avait choisi la rouge? Alors on aurait encore plus accusé l'IPSL d'avoir fait un modèle de climat qui réchauffe beaucoup et qui du coup est très alarmiste sur le changement climatique. J'espère que vous mesurez la dimension hautement politique
de ses choix. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il ne faut plus choisir. Et j'en viens ici à la philosophie de history matching. On n'est pas en train de conserver les meilleurs paramètres, comme ferait l'optimisation. On ne fait que rejeter les paramètres implausibles, et si à la fin il en reste plusieurs, eh bien il faut qu'on fasse avec. Et c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec derrière? Je reviens sur cette histoire des simulations climatiques hot model. Là, c'était l'article de Nature qui montrait en quoi... Donc, on ressort de la calibration parce qu'on est sur tous les modèles différents CMIP, qui ont non seulement des paramètres différents, mais qui ont des choix structurels aussi différents. Mais là, ici, dans cet article de Nature, les collègues américains ont en fait appliqué sur les modèles des contraintes tirées des observations pour donner plus d'importance ou accorder plus de priorité aux modèles qui, sur la période observée, étaient vraiment en ligne avec les observations. Et donc sur le futur, vous voyez donc dans un premier temps, par exemple ici en rouge, les tirés, c'est quand on prend tous les modèles. Et puis la ligne fine, c'est quand on exclut ceux qui sont trop chauds, juste arbitrairement. Et puis la ligne épaisse, c'est celle qui est le fruit d'un travail très compliqué, qui est vraiment du domaine des statistiques, qui est d'appliquer les contraintes observationnelles sur ces modèles. Bon, ben finalement, la ligne fine et la ligne grossière se ressemblent assez. Mais ce qui est important, c'est qu'elles sont distinctes de celles où on fait le mélange de tous les modèles. Et là, c'est pour moi l'intérêt de que présentent ces contraintes observationnelles à partir de ces ensembles de modèles qui vont dire des choses différentes. Est-ce qu'on les traite tous pareil ou bien est-ce qu'on les traite de façon discriminante selon leur manière de représenter les observations? Dans le PC6, ah oui, pardon, après au PC6, ici c'est une autre illustration de cette technique de contrainte par les observations sur les projections du futur, et c'est directement la figure du dernier rapport de l'IPCC que je montre ici. Vous voyez ici, dans les deux cas, les deux figures, les augmentations de température globale pour 5 scénarios socio-économiques, et le panneau de gauche, c'est sans contrainte sur ces modèles, et le panneau de droite, c'est en appliquant ces contraintes observationnelles. Et pourquoi 3 couleurs? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour faire ces contraintes observationnelles sur ces modèles. Alors, il y a aussi plusieurs échantillonnages de ces bases de données de modèles, c'est pour ça que la partie gauche qui ne contraint pas a aussi des différences. Mais donc, je vous laisse observer l'effet qu'ont ces contraintes observationnelles sur les sorties des modèles. Quelle que soit la méthode, dans tous les cas, on obtient un résultat différent que celui qui prendrait tous les modèles de manière non discriminante, que ce soit des modèles chauds ou que ce soit des modèles froids. La méthode du milieu, celle en violet, c'est la méthode qui a été développée notamment par Aurélien Ribes, qui est un collaborateur du PC6 Quintet, qui est chercheur à Météo France et NRM. Et j'ai découvert hier, en préparant ce slide, qu'en fait, ils avaient aussi appliqué cette méthode pour avoir des projections locales, contraintes par les observations, et qu'ils en avaient fait une application sur Internet que moi je trouve géniale, qui permet en fait directement d'aller appliquer ces contraintes pour les régions qui nous intéressent en faisant varier tout un tas d'autres subtilités dans la méthode même de contraintes observationnelles sur les projections climatiques futures. Et donc là, cette figure, elle est tirée de leur article de 2024 et elle vous montre en quoi ça a en effet de ne pas prendre uniquement les projections globales, mais à l'échelle locale, de contraindre aussi par les observations locales. Pourquoi je vous parle de cette méthode? Parce que c'est typiquement ce qu'on souhaite faire dans le cadre de nos ensembles de simulations de modèles avec des paramètres qui varient et à la fin, on ne sait pas quoi en faire et on n'a pas un seul modèle. C'est bien ça l'objectif du PC6 Quintet, c'est de marier la calibration avec les contraintes par les observations. Alors le premier thème qu'on réalisera dans le projet, c'est comment calibrer les modèles pour le climat actuel. C'est quelque chose qui est assez ambitieux, mais c'est vraiment la maturation de cette méthode semi-automatique que j'ai développée tout à l'heure pour ambitionner de pouvoir l'appliquer après de façon systématique pour la calibration à la fois des modèles de l'IPSL et du CNRM. Mais on pense que ça ne va pas nous servir qu'à calibrer. En fait, le premier point ici que j'ai rajouté, évaluer les développements, c'est vraiment pour se servir de cette capacité d'history matching de rejeter des modèles si jamais il y avait des biais structurels qui étaient trop importants. En fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver, avec notre calibration automatique, de prendre une nouvelle version d'un modèle qui viendrait des autres partenaires de Trax, notamment le PC7 qui va développer la physique, et puis tout de suite de faire la calibration automatique, et tout de suite déjà recalibrer les autres paramètres par rapport aux nouvelles évolutions, mais tout de suite pouvoir rejeter
si c'est meilleur ou si c'est pas meilleur, et est-ce que le modèle a été amélioré ou pas. Un deuxième point qu'on aimerait envisager dans ce premier thème de quintette, c'est la calibration des fluctuations et non pas des états moyens. Est-ce qu'on peut calibrer des évolutions des modes de variabilité, par exemple l'oscillation nord-atlantique? Le troisième point, c'est comment exploiter la hiérarchie des modèles à notre disposition. Ça fait référence ici au fait que on est à l'aise pour calibrer l'atmosphère contraint par l'océan observé, on est à l'aise pour calibrer l'océan contraint par l'atmosphère observée, mais comment on fait après pour calibrer les deux? Et la même chose si on va changer de résolution de modèle. Si j'ai un modèle de grande échelle qui va me faire mes projections climatiques futures, pour après aller transmettre ça, par exemple, au PC10 Localizing de Trax, pour donner des simulations à petite échelle, comment je vais faire en fait la calibration de mes paramètres de l'un à l'autre? Et puis si jamais j'ai des paramètres dans la version grande échelle de mon modèle qui en fait font référence à des processus explicitement représentés dans mon domaine régional, comment je fais en fait ma calibration? Est-ce que je peux faire une calibration intelligente qui va tenir compte de ça derrière? Ça, c'est typiquement les questions qu'on abordera dans le thème 1. Et comme à la fin, le thème 1 ne produira pas un seul modèle de climat, mais bien un ensemble de sets de paramètres acceptables, ben, il faut qu'on décide ce qu'on en fait. Et pour savoir ce qu'on en fait, eh bien, le thème 3 va essayer de quantifier les incertitudes du climat transitoire telles que décrites dans nos simulations et par rapport aux observations disponibles. Alors, il y a des enjeux d'amélioration de ces méthodes de contraintes observationnelles. Il y a aussi un enjeu technique de réaliser des ensembles de simulations couplées. On n'aura plus un seul modèle de l'IPSL, on en aura plusieurs. Donc déjà qu'on faisait 30 membres historiques qui représentaient les fluctuations sur l'état initial, si on fait 30 membres historiques fois 5 versions de modèles, 10 versions de modèles, je ne sais pas combien on en aura. Alors là, il y a des vrais enjeux en fait sur comment traiter techniquement toutes ces données. Et puis statistiquement, il faut aller se poser la question, ce ne sont pas des données qui sont indépendantes, il y a quand même des points communs entre tous ces modèles. Et donc, la technique de méthode observationnelle, de contrainte observationnelle sur ces MIP qui supposent des modèles indépendants, il va falloir l'adapter aussi pour pouvoir qu'elle s'applique à nos ensembles de simulations qu'on appelle PPE, c'est-à-dire des ensembles à la physique perturbée. Et si jamais les choses étaient aussi simples, le PC6 Quintect s'arrêterait là. Or, malheureusement, on a des modèles qui représentent aussi les échelles longues du climat. Et c'est le thème 2 du PC6 Quintet qui s'en occupera. C'est-à-dire que, d'une part, on a un problème d'ajustement, de mise à l'équilibre de modèles qui me prend énormément de temps. Et donc ça, on aimerait trouver des solutions pour accélérer cette mise à l'équilibre. Mais surtout, on aimerait bénéficier en fait d'avoir des échelles de temps longues dans nos modèles pour pouvoir exploiter des contraintes paléo par rapport à la calibration de nos modèles. Et ça, il faut pouvoir le faire uniquement si on a des modèles avec des intégrations longues, mais qu'on sait faire le lien entre ces longues échelles de temps et la calibration des modèles pour le climat actuel. Le dernier point aussi qu'essaiera d'envisager le thème 2, c'est comment initialiser ces fameuses simulations numériques. Je vous disais tout à l'heure, déjà pour CMIP6, l'IPSL avait produit 32 membres historiques en changeant l'état initial. Est-ce qu'on continue à faire comme ça, en échantillonnant au hasard, ou est-ce qu'on peut faire mieux, compte tenu de la connaissance qu'on aura sur ces échelles de temps longues de variabilité des modèles de climat? Et donc, tout à l'heure, je suis passée vite sur les interactions avec les autres PC, mais vous avez compris, le thème 1 interagira directement avec tous les projets de Trax qui vont vraiment faire le développement des modèles, tandis que le thème 3 interagira directement avec tous les autres piliers de Trax qui vont, eux, en fait, se servir des projections climatiques qui seront à la fin produites par ces modèles. Et notre positionnement, il est vraiment en charnière pour pouvoir faciliter, en fait, le passage aussi des améliorations des modèles vers les utilisations dans les services climatiques qui seront faites, mais aussi pas uniquement les données d'informations climatiques, mais surtout l'incertitude sur ces projections climatiques pour mieux alimenter les services qui sortiront de Trax. Alors, il y a aussi des challenges transverses à ces trois thèmes. Le premier, c'est quelle métrique utiliser? Et là, ça fait référence notamment à ces questions d'avoir des objectifs de calibration sur des métriques locales ou globales. Est-ce qu'un modèle est aussi bon s'il fait bien une dynamique globale, mais pas bien la température au-dessus de l'Antarctique? Ou est-ce qu'il est meilleur s'il est calibré sur la température au-dessus de l'Antarctique, au détriment de ce qui se passerait, par exemple, dans le pôle Nord ou à l'équateur? Ça, c'est des choses qu'on aimerait explorer de façon un peu plus systématique. L'autre challenge transverse, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle, qui est à la fois derrière la calibration automatique, mais aussi sur la question de l'équilibration
de nos simulations climatiques. Et puis enfin, la hiérarchie des modèles. J'en ai beaucoup parlé, mais j'insiste, c'est vraiment ça notre idée derrière le PC6 Quintet, mais Trax aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas un seul modèle à résolution nominale qui va bénéficier de tous nos efforts, mais c'est bien un ensemble, une constellation de différents modèles globaux, régionaux, à résolution grossière pour faire des grandes échelles de temps et par exemple pouvoir tenir compte de l'effet des calottes continentales, ou bien au contraire des modèles qui couvriront une toute petite période temporelle pour représenter des événements extrêmes. Voilà, cette hiérarchie de modèles, la calibration et l'équilibration, ce sont des enjeux importants qu'on espère pouvoir harmoniser et rendre effectif le fait que c'est bien une hiérarchie de modèles et pas juste des éléments qui sont disparates dans l'ensemble des complexités et des phases spatio-temporelles. J'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que j'aurai couvert un petit peu tous les sujets que vous attendiez. N'hésitez pas à m'interpeller si ce n'est pas le cas, ou bien surtout à me poser vos questions ou à discuter s'il y a des choses que j'ai dites qui vous semblent inappropriées ou incorrectes. Je serais ravie de me faire corriger. Merci Julie, merci beaucoup. Eh bien, on va prendre des questions. C'était une super présentation du contexte et des futurs travaux du PC6. J'invite les gens à lever la main ou à se manifester. Je vois une main de Clément, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la super présentation. J'avais une question légèrement technique, c'est pourquoi plutôt que de faire la bidouille entre guillemets avec l'albédo, on tune pas en cible sur le flux net de surface, par exemple au-dessus de l'océan? Est-ce que c'est quelque chose qui est mal contraint par les observations ou... Enfin voilà, je voudrais bien aimé avoir ton avis là-dessus. Mal contraint par les observations en 1850. Cette bidouille, on l'a fait quand on est en couplet. Ouais. On n'a pas besoin de la faire quand on est en composante seule. Mhm. Donc en fait, quand on tune l'atmosphère tout seul, et qu'on le fait déjà de façon semi-automatique, il n'y a pas besoin de faire de bidouille, vu qu'on est déjà dans l'actuel de par la contrainte, par les observations de SST. Par contre, quand on passe en 1850, alors là, oui, la certitude, elle est très forte sur les flux, quels qu'ils soient, que ce soit à l'interface entre océan et atmosphère ou que ce soit en top of atmosphère. Donc on peut spéculer, faire une hypothèse, mais voilà, c'est une hypothèse. Ok. Merci. Je t'en prie. Alors, le suivant, c'est Cyril Dutheil. Merci. Et merci Julie pour ta présentation, c'était super. J'ai une question à propos des émulateurs, sur la construction des émulateurs. J'imagine qu'il faut un sacré paquet de simulations numériques pour réussir à les construire. Donc, je voulais savoir à peu près ce qu'il en était. Et la question sous-jacente, c'est sur celle des paramètres. J'imagine que l'émulateur, après, il est capable d'extrapoler dans l'espace des paramètres. Donc, comment on gère si possiblement on veut des paramètres différents, enfin en tout cas, comment il gère cette histoire de paramètres si on veut extrapoler à l'extérieur. Merci. Ouais, merci. Donc les émulateurs, oui, il faut un nombre de simulations important, c'est vrai. Et pour l'instant, Redouane appelle ça rule of thumb, qu'il faut 10 simulations par nombre de paramètres à calibrer de façon semi-automatique. C'est une règle qui vient de statistiques et de toute l'expertise qu'il y a autour de history matching, qui encore une fois a été utilisée largement avant la climatologie. Après, donc oui, il faut entraîner l'émulateur. L'émulateur, il ne regarde que le lien, en fait, ton score, le lien entre la valeur des paramètres et les scores sur les métriques que tu as mises. Et on procède de manière itérative. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle vague d'itération, en fait, on se sert des données précédentes pour continuer d'enrichir l'apprentissage de l'émulateur. C'est pas un nouvel émulateur à chaque fois, c'est le même en fait qu'on enrichit. Et du coup, ça applique pour l'instant une contrainte sur les paramètres à calibrer. On ne peut pas changer le nombre de paramètres en cours de route. Si on décide de calibrer 12 paramètres, ben on part avec 12 paramètres et on reste avec 12 paramètres jusqu'au bout. Par contre, tu peux modifier le nombre de métriques que tu vas faire intervenir au moment de définir ton émulateur. Ça, tu peux modifier ça au fur et à mesure. Mais oui, il faut le reconnaître, c'est une critique qu'on nous formule régulièrement. Il y a à la fois des fondements statistiques assez solides, on est sur la stat bayésienne ici pour l'history matching, il y a des fondements assez solides, mais on est encore dans une pratique un petit peu artisanale sur, enfin du moins en ce qui me concerne, j'engage que moi, pour l'utilisation de l'history matching, et je crois que c'est mieux de le reconnaître, mais c'est bien aussi de continuer à agréger des forces en présence pour passer
à mieux et l'améliorer. Donc surtout, n'hésite pas à t'approcher de nous si ça t'intéresse. Et juste si je peux rebondir, en fait, ma question sur les paramètres, elle n'était pas sur le nombre de paramètres, mais plutôt sur la gamme de valeurs au sein de chacun de ces paramètres. Comment on extrapole au-delà de ces gammes de valeurs? En fait, on peut changer la gamme, mais on va plutôt la réduire plutôt que l'élargir. Donc on a tendance sur les premières vagues à partir d'une gamme assez large, et puis au fur et à mesure, au gré des premières vagues qui vont sortir, se rendre compte qu'en fait non, là c'était trop large, on peut réduire, et du coup comme d'une vague à l'autre, on refait un tirage aléatoire par LHS, Latina Hypercube Sampling, et on refait tourner les simulations, alors on y réduit ta gamme de paramètres, du coup tu vises mieux directement, tu vas plus échantillonner la zone qui t'intéresse et exclure d'autres zones. Mais j'ai pas encore vu d'utilisation où on agrandirait les gammes disponibles ou pas. Après, c'est ça vraiment que Calibrate Emulate Sample propose, c'est qu'avec une calibration au départ, en fait, cette calibration, donc on est sur de l'optimisation ici, on va plus partir d'une gamme de paramètres standard avec un min-max, mais on va vraiment apprendre une distribution a priori des valeurs de ce paramètre et du coup aller cibler les échantillonnages pour entraîner l'émulateur vraiment là où le paramètre a le plus de chances d'avoir sa valeur ou pas. Donc c'est le plus pour moi qu'apporte Calibrate Emulate Sample. Ok, super, merci. Alors, une question de Laurent, Ouais. je pense, qui est dans GlowWebEx 2. Ouais, c'est moi, ouais, bonjour. Merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. Bon, j'aurais plein de questions, mais on aura le temps d'en discuter plus tard. Euh, Par rapport à ce qui vient d'être dit, tu dis on doit garder le même nombre de paramètres. Non, pas forcément. Nous, on ne fait pas ça, par exemple. Dans une procédure itérative, on s'aperçoit très vite que, bon, allez, disons qu'on démarre avec 30 paramètres. Et pour les métriques qu'on a, en fait, on s'aperçoit assez vite en faisant du SOBOL ou des choses classiques en analyse de sensibilité que les paramètres n'ont pas du tout la même importance et que très souvent, on peut réduire le nombre de paramètres de manière substantielle parce qu'il y a un certain nombre de paramètres, 2, 3, 4, qui vont avoir vraiment, qui vont expliquer le maximum de variance. Donc, il y a des procédures, on n'est pas obligé de garder le même nombre de paramètres dans l'ensemble du workflow. Oh bah, merci de me corriger. Mais voilà, mais bon, mais ça dépend, c'est un choix à faire, hein. Mais nous, dans ce qu'on a fait, en tout cas, c'est pas ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est tu as parlé de l'empreinte carbone. Alors du coup, bah, je m'inquiète un peu parce que donc on commence avec donc mettons les 5 versions de modèles fois 30 membres. On va pas du tout dans la direction de réduire l'empreinte carbone. Donc ça va être un souci. Donc là, est-ce qu'il ne faut pas penser à des choses plus intelligentes pour essayer, alors de l'IA par exemple, pour essayer de ne pas faire les 30 membres où tu varies les conditions initiales, ou voilà, enfin, parce que sinon on fait exactement l'inverse de ce qu'on voudrait faire initialement. Donc ça, c'est mon premier souci. Et le deuxième truc, tu n'en as pas parlé, mais je sais que c'est des choses qui t'intéressent. Et c'est aussi traité dans le PC5 probablement. Je crois que nos collègues du MIT, maintenant, sur une architecture GPU, prétendent qu'ils peuvent faire une dizaine d'années de dynamique océanique globale à 8 km. Ça ne va pas tout résoudre, mais est-ce que ce n'est pas aussi des pistes qui vont être importantes? Et alors, il n'y a pas d'IA, hein, c'est juste on change d'architecture, on a toute la physique, etc. Mais voilà, on fait des choses plus rapidement à des résolutions qui permettent bah, de supprimer certaines, pas toutes, hein, bien entendu, certaines des paramétrisations. Oh, mais j'aime bien ta question, tu donnes la réponse dans ta question. En fait, c'est une histoire de choix. C'est-à-dire que oui, en effet, les nouvelles infrastructures de calcul devraient nous permettre de faire tourner les mêmes modèles qu'hier à moindre coût. Bon, bah, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en profite pour augmenter la résolution? Mais alors, il faut savoir que la calibration des paramètres reste un problème. En fait, le nombre de paramètres qui réduisent, donc en passant de 100 km à 8 km de résolution, il y a 2 paramètres qu'on ne doit plus calibrer. Il en reste combien? 150? 180? Donc en fait, la calibration reste un problème, même à 8 km. Mais ça devient beaucoup plus coûteux. Tu n'as Moi, ce que je mets sur la table. pas 180 paramètres Ah si, parce ajustables que dans ton modèle de ah, science si, quand si, je même. peux te nommer exactement ceux que tu n'as plus besoin de mettre. Et tous les autres, tu dois continuer à les mettre. Et pour Non, mais l'instant, ils s'envisagent même pas dans le 180, tu as 180 paramètres Tout ajustables. tout de suite, j'étais dans une réunion, Nameless Nemo, 300 choix. 300 choix. Et en fait, sur ces 300, on n'en varie que 10 parce que les autres, on considère que oui, bah, Gurvan nous a dit ce qu'il fallait mettre et c'est bon, c'est assez bon comme ça. Donc en fait, si on veut être un peu systématique, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de l'augmentation de la capacité de calcul? Est-ce qu'on s'en sert pour faire du 8 km, mais du coup, bah non, on ne pourra pas améliorer la calibration? Ou est-ce qu'au contraire, on reste à basse résolution pour pouvoir faire ces runs d'ensemble de PPE et pour pouvoir améliorer notre quantification des incertitudes et donc les contraintes observationnelles sur les projections futures
à moindre coût de calcul. Et ça, j'ai fait les stats, j'ai fait les maths, et ça marche, Laurent. Ça dépend de la question posée initialement, en fait. On est d'accord. Parce que si Alors, la question posée, c'est la sensibilité climatique, c'est une chose. Si c'est quelque chose d'un peu plus... Voilà, c'est ça la base, quoi. Non, Et c'est pour ça qu'on continuera à maintenir une hiérarchie de modèles et que ça nous intéresse dans cette tout à hiérarchie fait. de modèles Tout à d'avoir fait. des éléments à haute résolution. Mais la quantification des certitudes ici, je mets sur la table que pour pouvoir le faire, il faudra rester à basse résolution. Sinon, on explosera le coût calcul. alors, il est 11h58, il reste donc à peu près 5 minutes et il nous reste des questions de au moins Hervé. Je pense que c'est Samuel qui est derrière le Sam et Gilles. Donc, je vous demanderai de faire des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Donc, Hervé d'abord, puis Sam, puis Gilles. Comme Laurent, j'aurais eu pas mal de commentaires, mais je vais aller au plus direct. Merci, Julie, pour cet exposé. Oui, alors tu as dit à un moment, si les biais structurels sont trop importants, je pense qu'on peut enlever le si. Et la question, effectivement, c'est une des questions. Deux questions. Quelle force on va pouvoir encore mettre sur ces biais structurels qui peuvent être, effectivement, c'est un des enjeux majeurs de l'history matching qui peuvent être dévoilés par ces techniques un petit peu de semi-automatique de calibration, mais qui vont utiliser aussi de l'énergie, du calcul et des ressources humaines. Donc, est-ce que ça va être un frein, au contraire une accélération pour lever les incertitudes structurelles? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que finalement, il ne faut pas distinguer l'aspect applicatif de l'aspect recherche amont? C'est-à-dire finalement, pour les services climatiques, ce qui est dangereux, c'est de sous-estimer l'incertitude, à mon avis. Et donc, si on doit faire des choses finalement à coût réduit, est-ce que c'est totalement idiot de mettre l'incertitude sur les conditions initiales et l'incertitude sur les paramètres dans un même paquet, c'est-à-dire finalement réaliser des ensembles où on perturbe à la fois, ou seulement d'ailleurs les PPE, et on ne peut plus, les paramètres, et on ne peut plus finalement identifier le rôle de la variabilité interne, mais où en tout cas, on va probablement élargir le spread par rapport à des techniques où on serait surconfiant sur les paramètres. On sait que, comme tu l'as dit, ce qui va être le plus important finalement, c'est le choix des métriques. Et tu as dit, il y a des a priori, c'est-à-dire on va privilégier une région ou une autre, une variable plus qu'une autre. Et en fait, plutôt que de faire ces choix arbitraires, pourquoi ne pas garder un range de paramètres acceptable dans la réalisation des scénarios qui sont utilisés pour les applications? Et donc, vraiment dissocier l'aspect recherche de l'aspect utilisation d'aval de ces techniques. Hervé, rendez-vous dans 3 ans pour le point à mi-parcours, et puis dans 10 ans, hein, pour savoir si ça marche de faire ça ensemble ou pas. Moi, je pense qu'il faut être ouvert sur la question. Moi, mon appétit, c'est de croire que c'est justement en travaillant ensemble que ça marchera, mais je ne peux pas te le prouver encore, et j'espère pouvoir te le prouver. Par contre, sur le fait d'utiliser History Matching pour mieux identifier et comprendre les biais structurels, oui, ça j'en suis archi convaincue. Il y a encore 3 mois, Nemo SI3, il y avait un bug sur la classe de mer, et tout d'un coup, panique à bord, il faut tout recommencer. Bon, bah non, on a dit, attendez, on va juste faire les 3 runs de plus avec le bug corrigé par rapport à l'ensemble d'incertitudes paramétriques, et oh, bah finalement, la correction du bug, ça change vraiment pas grand-chose. Donc oui, on va corriger, mais on va y aller progressivement, on va pas tout refaire. Travailler avec des ensembles PPE, ça permet ça aussi. Ça permet au moins, du point de vue du modèle, du développement du modèle, d'avoir conscience de l'amplitude de toutes tes incertitudes et aussi de tes biais structurels, de ce que tu sais que tu ne pourras jamais faire, parce que de toute façon, malgré toute l'incertitude ou toute la gamme de valeurs que tu peux produire en variant des paramètres, tu n'arrives jamais à avoir ton Goldstream au bon endroit. Ben voilà, ça, on le sait. Et du coup, oui, je suis d'accord, il va falloir se tourner vers d'autres outils, d'autres modèles, comme disait Laurent, peut-être de la plus haute résolution, si vraiment c'est la dynamique du Goldstream qui est importante pour ton service climatique. Derrière, répondre à réellement qu'est-ce que ça fera que le PC6 améliore la quantification des incertitudes sur les services climatiques, je préfère être honnête. Je ne sais pas, rendez-vous dans 3 ans et on verra si je suis toujours aussi convaincue ou pas. Alors, Samuel, merci Julie. Du coup, moi, c'est commentaire-question sur le lien entre ton PC et celui que je coordonne, le PC10. Alors, d'une part, et ça peut intéresser Cyril aussi, on a commencé à faire de l'history matching avec des modèles régionaux de climat et on est très content de ce que ça donne. C'est juste un commentaire. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble pendant le track sur ces questions-là. Et la question, c'est en mode application, c'est-à-dire en mode chaînage de modèles vers les services climatiques. Est-ce que ton PC se pose la question de faire du tuning dédié à créer des versions de modèles globales
meilleur pour forcer des modèles régionaux sur des zones d'intérêt ou, de manière Oui, générale, meilleur oui, sur des zones non, oui, d'intérêt bien scientifique et sûr. pas uniquement à l'échelle globale. Voilà. Mais non, bien sûr, c'est ça la question. C'est ça la question en fait. C'est quid de la calibration avec un choix de métrique très spécifique, très focus sur une région donnée, versus la réduction des biais pour ensuite, dans les conditions aux frontières qu'on mettrait sur un RCM ou qu'on vous donnerait derrière. Bien sûr, ça fait partie des questions qu'on va aborder, et c'est super que vous fassiez déjà de l'history matching, parce que je crois qu'il faut absolument qu'on se mette ensemble, qu'on participe. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a quelqu'un du PC10 qui peut venir participer à nos réunions de travail, qui n'existent pas encore, mais qui vont émerger sur la mise en commun des outils. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour mettre ça dans notre workflow, entre guillemets, c'est-à-dire que ça devienne vraiment routinier, et aussi sur les catalogues de métriques qu'on va activer, désactiver. C'est ça qu'on espère, c'est arriver à quelque chose d'un petit peu plus générique où on va pouvoir explorer de façon systématique qu'est-ce que ça donne de tuner à partir de métriques régionales pour une région donnée, pour un processus donné, parce que ça peut être aussi pour des intérêts académiques d'étudier des processus dans une région, versus appliquer un poids fort sur des métriques globales. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que pour bien faire les précipitations à Montpellier, c'est vraiment si embêtant de ne pas avoir je sais pas, la bonne amplitude des précipitations sur l'Antarctique? C'est ça en fait. Et surtout, ça va dépendre des échelles de temps qu'on va regarder. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter d'une perspective sur quelques années. Il va falloir regarder ça modulo les différents modes de variabilité qui sont actifs, / qui sont représentés correctement dans nos modèles. Mais donc oui, je suis ravie, c'est super. Je crois que la dernière question, c'était Gilles Massa. Oui, la question de la fin et la réponse de la fin. Non, mais je vais passer mon tour parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais juste dire une petite chose. D'abord, je trouve que le séminaire était génial. Et ensuite, je pense qu'on peut quand même améliorer très nettement l'articulation entre la calibration du climat à l'échelle quasi instantanée et la paléo. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu l'as très bien dit, la paléo, ça ne nous donnera jamais les données qu'il faut pour faire de la calibration. Donc, il n'y a aucun problème sur la méthodologie que tu as expliquée. Là où il y a, à mon avis, à discuter, c'est peut-être ça, c'est à la fin, tu discutes de l'ECS et de ce que différentes paramétrisations vont donner comme ECS. Moi, je pense qu'il y a une partition dans l'espace des phases des paramètres et que la paléo, en termes de test, peut jouer un rôle peut-être plus important que celui qui est en fait assez inexistant, que tu n'as pas décrit pour l'instant. Je comprends très bien pourquoi. Et je pense que ça vaudrait le coup de réfléchir là-dessus, mais je n'ai pas du tout en fin de réunion, à 12h15, envie de commencer une discussion sur ce sujet. Je pense que ça viendra tôt ou tard. Mais c'est prévu, Gilles. Il y a de la paléo dans le thème 2 et c'est aussi parce qu'on en a discuté ensemble déjà. Mais c'est pas tellement pour qu'il y ait de la paléo, genre, ah, moi, je veux absolument que dans la boîte numéro 2, il y ait mon domaine. C'est surtout parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion un peu peut-être philosophique au départ sur qu'est-ce qui est vraiment pertinent, en fait, du point de vue paléo, et qu'est-ce qui n'est pas pertinent du point de vue de la calibration. Parce que ce n'est pas du tout la même vision que celle, par exemple, d'Hervé, je viens d'entendre, de Sam, sur leurs besoins et les nôtres, et ce qu'on nous aussi on peut apporter. Donc, ce n'est pas tant comment faire pour mettre de la paléo, c'est surtout comment la paléo peut apporter, et est-ce qu'elle peut apporter au moment où tu dis, je vais faire des choix dans les calibrations, quelque chose. Et c'est surtout cette discussion-là. Et voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, on a commencé déjà à discuter, je pense que ça viendra. Je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que ça viendra. Une chose qu'on a explorée déjà, Gilles, c'était avec Isle of Clim, en faisant du history matching, est-ce qu'on pouvait calibrer en même temps du history matching sur de l'actuel et sur je ne sais plus quelle période du Pliocène. Voilà. Probablement. Je sais pas, je sais pas ça. J'ai oublié parce que des données. Et donc je sais que c'est la calibration, c'était du plus chaud. La réponse était non. On n'arrivait pas à calibrer à la fois sur l'actuel et sur un climat du passé. Et ça nous a perturbés. Et donc oui, tout à fait. C'est la question en fait. Qu'est-ce que ça apporte ces contraintes paléo par rapport à la calibration de nos modèles actuels? Qu'est-ce que ça nous donne de plus? Ouais, et aussi inversement. C'est-à-dire que nous, pourquoi on est toujours super intéressés par ce que vous faites? C'est qu'à un moment donné, la calibration pourrait faire, ou les méthodes de calibration pourraient faire qu'on ne pourrait plus utiliser vos modèles parce qu'il y a des choses qui, dans la calibration, feraient que ce serait difficile. Donc, il y a l'aller et le retour, si tu veux. Bon, mais j'ai assez parlé. Merci, Gilles. Merci.
Je te remercie, Gilles, c'était pas téléphoné de faire la pub pour mon prochain sujet de thèse à l'ED 129. Voilà, il me reste à clore ce séminaire qui était très fructueux et j'ai l'impression que le PC6 a agrégé des bonnes volontés des participants au cours du webinaire. On était 80, Julie, finalement. Merci. Et donc, les prochains événements de Trax pour clore ce webinaire. Donc, le 13 et 14 juin, le lancement du projet ciblé numéro 8 qui s'appelle Cycle SM, presque à l'heure pour le Tour de France. Les 26 et 27 juin, le lancement du PC5 et ce sera le dernier PC à être lancé. On les aura tous lancés avant la fin juin 2024. Hourra! Et enfin, le 21 juin, le prochain webinaire sera consacré à l'appel à projet du programme Trax. Donc, venez-y nombreux si ça vous intéresse. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Merci de votre intérêt.